Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, quelques jours après les résultats du premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie, j'ai voulu inviter à nouveau Silvia Marton, maître de conférence en sciences politiques à l'université de Bucarest. Avec elle, nous n'allons pas vraiment revenir sur ce qui s'est passé, mais plutôt essayer de mettre en perspective les événements récents. Silvia Marton, bonsoir. Bonsoir Laurent. Merci d'être une nouvelle fois au micro du soir. Alors, après avoir obtenu 20,99% des suffrages sur une participation de moins de 52%, Nicușor Dan, l'actuel maire pro-occidental de Bucarest, sera opposé à George Simion, le leader du parti extrémiste AUL, qui a obtenu, lui, 40,96% des suffrages dimanche 18 mai lors du second tour de l'élection présidentielle en Roumanie. Alors, première question qui s'impose, les chances de gagner de Nicușor Dan sont minces, peut-être moins minces qu'on ne pourrait le penser, mais le report des voix n'est pas en sa faveur, objectivement. En a-t-il toutefois des chances et à quelles conditions pourrait-il gagner ? Difficile question, la réponse est encore plus difficile. À mon avis, c'est un des scénarios possibles. Je pense que Simion c'était une des surprises de ce premier tour, 40, vous avez cité le chiffre, il a obtenu un beau score pour un premier tour. Donc, il a plus que doublé, en fait, son propre score de l'année dernière. Il a dépassé la somme, c'est-à-dire du premier tour de 2024, des voix qui ont été pour lui, Simion, et pour Georgescu. Donc, Simion-Georgescu 2024 du premier tour annulé figure donc un chiffre plus réduit que ce que Simion a obtenu. Donc, une des variantes, c'est que oui, Simion a atteint quand même son plateau. Voilà. Il a, pendant la campagne, maintenant en 2025, il a capitalisé sur le nom de Georgescu. On l'a vu, ils sont affichés de temps en temps ensemble, pas beaucoup, pour la messe de Pâques, et surtout le jour du vote, dimanche matin, le jour du vote, ils sont affichés ensemble. Discursivement, Simion, oui, pendant la campagne, a fait référence à maintes reprises à Georgescu, a même un peu brouillé le discours, la direction, en parlant de président Georgescu, comme si le vote maintenant, 2025, c'est-à-dire pour ce premier tour, était toujours autour de Georgescu. Donc, une ambiguïté du discours, une ambiguïté malhonnête, j'assume mon adjectif, pour créer la confusion auprès des électeurs de Simion et de Georgescu, c'est-à-dire une stratégie discursive et de mise en image de Simion pour capitaliser, pour remporter, pour obtenir le plus de voix possible de Simion. Chose réussie pour le premier tour. Pour le second tour, difficile de dire comment si ce plateau va être, mais déjà c'est un plateau important. À mon avis, l'enjeu, c'est pour les indécis. Vous avez cité à nouveau les chiffres de la participation pour ce premier tour 2025. Il nous reste, enfin, si on fait mathématiquement, presque 50%, en fait, on peut dire, des électeurs qui n'ont pas voté. Nous, sur les 18 millions environ de citoyens sur les listes, diaspora y comprise, un peu moins de 10 millions se sont rendus aux urnes pour voter pour les 11 candidats qui étaient en lice. Donc, à mon avis, pour Nicușor Dan, le maire de Bucarest, l'enjeu, c'est de convaincre les indécis qui n'ont pas voté du tout, qui peuvent aller vers Simion, être convaincus par lui, on pourrait y revenir, ou pas forcément, ou de nouveau décider de ne pas voter. C'est une des surprises de ce scrutin et en fait, déjà en novembre, l'année dernière, on l'avait vu, le grand nombre d'indécis. Indécis, c'est-à-dire ceux qui, pas seulement n'ont pas une décision, mais qui ne veulent pas du tout voter. Donc, ne se retrouvent vers aucun, donc ne se retrouvaient ni en novembre dernier, ni cette fois-ci, ne se retrouvaient dans aucun des candidats. On pourrait dire qu'ils sont plus qu'anti-système, ils rejettent... Ils rejettent la politique, un dégagisme, une colère, on peut revenir sur ces questions, mais donc l'enjeu pour Nicușor Dan, c'est ça. Simion aussi, je pense, il a compris, on a vu ses éléments de langage, sa présence médiatique plus soutenue ces dernières semaines. Lui aussi, il commence à se rendre compte que il doit encore augmenter sa base, celle du premier tour, afin de le remporter. Ensuite, pour continuer sur la réponse à votre question, non,
certainement une partie des électeurs proches du PNL, du Parti libéral national, et qui ont voté pour le candidat de la coalition sociaux-démocrates libéraux, c'est-à-dire pour Cristina Antonescu, oui. Une partie de cet électorat... Et puis le PNL a dit clairement qu'il soutenait Nicu Jordan. Exactement. Donc, consigne de vote de la part du parti, du PNL, et ensuite les électeurs aussi de sensibilité plutôt pro-occidentale, donc proche de Nicu Jordan. N'oublions pas, nous, le maire de Bucarest avait été soutenu pour sa campagne à la mairie de Bucarest par le PNL, les libéraux aussi, lors de sa première candidature ensuite. Donc, il y a un report de voix important. La grande question, à mon sens, c'est les votes qui sont allés vers le candidat Victor Ponta. 13% des suffrages, hein. Une surprise à mon sens. Donc, quand même, il a obtenu, si on met donc on traduit en voix, c'est 1,2 environ million de voix, énorme, non, pour un homme politique qui est sur la scène politique depuis 20 ans, qui a fait toute sa carrière au sein du Parti social-démocrate, oui. Il s'est réinventé à plusieurs reprises, rappelons-le. Non, il a été à un certain moment blairiste, il se voulait diriger le Parti social-démocrate vers une troisième voie à la Tony Blair. Ensuite, il a même dirigé le Parti social-démocrate, a été Premier ministre, a dû démissionner en 2015, il y a cette crise et ce scandale lié au club collectif. Donc, un homme politique qui a 1000 vies, voilà, qui a retourné les vestes, les positions. Cette fois-ci, non, il s'est présenté comme un indépendant avec un discours très proche du discours de Simeone, très nationaliste. Il a exprimé clairement sa position pro-Trump dans une émulation assez directe avec le Make America Great Again, donc des éléments de langage, une attitude. Et certains électeurs l'ont voté puisqu'ils voyaient en lui le candidat du Parti social-démocrate. D'un autre côté, Aour n'en veut pas. Aour n'en veut pas maintenant. Et donc l'enjeu, c'est ces électeurs qui voyaient en Victor Ponta un candidat du Parti social-démocrate. Le Parti social-démocrate, pour le second tour, n'a plus de candidat. Et l'enjeu est, ces électeurs, est-ce qu'ils iront plutôt vers Simeone, ce qui est possible. Aour l'a rejeté, puisqu'il y a une tension entre Aour et Ponta. Ponta, il aurait bien voulu se rapprocher de AUR, ça n'a pas marché. Simeone en effet l'a rejeté. Donc, mais en même temps, Ponta, en politique, astucieux, disons-le, qui laisse la porte ouverte. Il lui non plus n'a pris une position explicite, ni pour ni contre. Il n'a pas donné de consigne de vote. Il n'a pas donné de consigne Il va la donner, je crois. Hein, mais... C'est une possibilité, c'est une probabilité, mais est-ce que les électeurs vont suivre? Et c'est une question générale d'ailleurs. Ces consignes de vote des partis politiques, des hommes politiques, ou des femmes politiques, est-ce que ces consignes sont suivies ou pas? C'est à voir. Et ensuite, bien sûr, un report important. Pardon, excuse-moi, Sylvia Martin, je voudrais encore rester un peu sur Victor Ponta. Que veut-il? Et c'est une bonne question. C'est l'homme politique qui est tout à fait capable d'écouter une question et de dire tout autre chose, de ne pas répondre à la question, tout en laissant l'impression que oui, il a donné une réponse. Donc difficile de y voir clair. Il n'a pas explicitement dit s'il souhaiterait participer à une potentielle nouvelle coalition de l'après second tour. Oui, la coalition parlementaire va se réajuster certainement après le second tour, quelle que soit l'issue de ce second tour. À mon avis, c'est une spéculation, je n'ai pas d'autres informations. Il vise haut, c'est-à-dire voudrait un retour en la grande politique. Premier ministre. Peut-être. En tout cas, il vise haut, à mon avis. Donc, il est jeune, il a une expérience au sens, un homme politique du système des partis politiques depuis 20 ans. Il est dans la liste, il est dans les cartes, pour ainsi dire. Il a été, marginalisé par le Parti social-démocrate. Ce qui peut jouer à sa faveur, quelque part. Et justement, après avoir été vraiment au sommet du Parti social-démocrate, il a joué de nouveau comme un politique malin, il a joué sur cette ambiguïté, ancien du PSD, toujours un PSD, les électeurs, on l'a vu, 1,5 million ont voté, 1,2 million. Donc il jouera sur ça aussi. Et en même temps, il peut se présenter comme quelqu'un qui a rompu avec les partis traditionnels, qui, oui, en effet, les deux grands, le Parti libéral et le Parti social-démocrate, ils sont encore la cible d'une colère citoyenne, d'un dégagisme extrêmement fort qui a expliqué d'une manière décisive le scrutin de novembre et qui explique ces deux scrutins dont nous parlons aujourd'hui aussi. Donc. Et donc, pour revenir au report de voix, je vous ai coupé, excusez-moi, vous disiez pour quels autres reports de voix
Elena Lasconi, donc, oui, qui est la chef encore de l'Union Sauver la Roumanie, USR, qui finalement a eu un nombre assez réduit de voix. Donc, si report il n'est pas significatif, mais quand même, elle a eu une voix. Qui identifie encore à l'USR. Et Nicu Șordan, non, n'oublions pas, il est le créateur d'abord de l'association qui ensuite, en 2015, est devenu un parti politique, l'USR. Donc, Nicu Șordan il est associé encore pour les électeurs dans les représentations des électeurs, pas seulement de Bucarest, peut-être au-delà de Bucarest, dans cet imaginaire, ils sont... il est associé avec l'USR. Donc, il y a une autre direction où éventuellement... Luc Demirel, évidemment. Qui a là, alors la minorité hongroise, dont le leader, Kelemen Hunor, a été le plus clair et très vite. Tout de suite, le lendemain, il a donné la consigne de vote que non, tout sauf Simion, pour les citoyens roumains de Roumanie, donc la minorité hongroise, et que, ils sont appelés à voter pour Simion. Pour Nicu Șordan. Rien n'est joué. Oui, enfin, mathématiquement, pour ce qu'on parle de mathématiques cette période, pour plusieurs raisons. Mais c'est ouvert, c'est un scrutin encore ouvert. Tout dépend donc de la mobilisation de ceux qui sont déjà rendus, déjà votés au premier tour. Il faut que tous y aillent. Et ensuite, ce grand nombre d'indécis qui compte, qui inclut pas des indécis, pas au sens, c'est-à-dire qui encore sont en train de faire le choix, mais des citoyens qui ont rejeté, qui ne voulaient pas, qui ne veulent pas participer au scrutin du tout. L'enjeu est que, Nicu Șordan... Et pour vous, ces citoyens dont vous parlez il faut les faire venir. Oui. Est-ce qu'ils auraient une sensibilité, d'après vous, plutôt simionesque ou de l'autre côté? À mon sens, ce sont des électeurs donc ont été dépités, dégoûtés, désenchantés. On peut multiplier ce type de mots assez radicaux, d'adjectifs ou adverbes assez forts. Donc par rapport aux partis traditionnels, le sociodémocrate, les libéraux et cette grande coalition qui a fermé un peu le jeu politique en 2021. Donc, ils votent anti-système. Mais Nicu Șordan est également anti-système. Et ça, Nicu Șordan est anti-système. Il a cet avantage parce qu'il se présente comme... Mais il n'est pas nouveau, lui aussi, sur la scène politique. Non, maire de Bucarest, il est déjà... C'est bien, mais ça peut jouer dans son avantage. C'est quelqu'un qui Nicu Șordan n'a pas été compromis dans la politique partisane de type PSD, PNL. Mais Simion aussi, il se présente comme quelqu'un en dehors du système, alors que son parti, non, il est AUR et déjà dans le Parlement depuis 2020. Et Simion est tout sauf un novice dans la politique et dans l'espace public roumain. Il est très très présent là. Mais en tout cas, c'est intéressant pour ces électeurs, qui finalement peut-être vont décider de se rendre aux urnes. Non, ce clivage pro-européen, anti-européen, ou disons un repli entre ceux qui... Simion qui, maintenant commence à dire, il n'est pas pour une sortie de l'Union européenne, il l'a dit plus clairement, alors qu'il ne s'était prononcé pas à ce sujet jusque très récemment. Mais la vision politique, disons, à moyen et long terme de Simion, on la connaît pas. Celle de Nicu Șordan, on peut la connaître. Il a dit même clairement, il a même proposé une formule gouvernementale. Oui, elle n'est pas peut-être la meilleure, on peut en discuter, mais quand même, on voit que Nicu Șordan est ancré quand même dans une marche, une route institutionnelle claire, connue et constitutionnelle. Alors que, du point de vue de Simion, on a des doutes sur cette route et sur cette manière de poursuivre l'après-élection sur les routes habituelles. C'est vrai que ça peut jouer dans les deux sens. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe avec Trump aux États-Unis, ces électeurs indécis, ils voient les coupes chez les fonctionnaires, par exemple, et Simion l'a dit également, et qu'il y pensait. Donc ça peut faire un peu peur. Est-ce que ça aura des conséquences, cette politique américaine sur le scrutin? C'est possible. La campagne présidentielle, elle est très personnalisée. C'est la nature du jeu. Il n'y a que 2 candidats en liste. Donc, c'est très personnalisé. C'est très important. Ces électeurs indécis ou dépités de la politique, peuvent être convaincus à la dernière minute, c'est-à-dire pendant ce qu'il nous reste de campagne électorale. Et ce type de controverse, et d'enjeux en blanc et noir, et qui joue sur les émotions.
Oui, ça fait les élections d'une manière légitime dans une démocratie. Non, les émotions y jouent pour beaucoup. Puis le fait que ça se passe mal quand même aux États-Unis pour l'instant. Voilà, et ensuite la référence à Trump, on l'a vu au Canada, un candidat, et ensuite en Australie, qui se font réélus, reconduits en politique, les deux premiers ministres respectifs, alors qu'ils n'étaient pas dans une position anti-Trump. Mais ce qui est plus délicat pour le côté roumain, c'est que ce conservatisme social des républicains sous Trump, en fait, est assez largement partagé dans la société roumaine, pas forcément par des électeurs qui ne sont pas forcément pro-Trump, la personne, le style. Nos provocateurs, en effet, Trump, c'est la provocation, c'est de l'agitation, c'est de l'imprévisible. Mais, disons, le socle de nombre de principes sur lesquels est assis Trump, aux États-Unis, ensuite, au nombre de ces principes, il se présente au monde aussi. Ce conservatisme social, il est largement présent. Réactionnaire, il est présent dans la société roumaine. Nicu Jordan, on l'a vu, il n'est pas allé à front, donc il n'a pas frontalement adressé ce type d'enjeu société, entre les rapports entre hommes et femmes, qu'est-ce que c'est la famille, c'est risqué, c'est polémique, ça ouvre les polémiques, et ça ne fait que renforcer, bien sûr, le discours de Simeon, que lui, il est dans ce machisme, dans ce révisionnisme des assises libérales de nos sociétés, de la société roumaine et de la société européenne. On va y revenir. Voilà. Et Nicu Jordan, mais c'est un sujet que, à mon avis, pourrait à la fois diviser ou faire venir voter les indécis dont nous parlons en cet instant. Voilà. Alors, c'est bien, Martin, revenons un petit peu sur le Parti social-démocrate, grand perdant du scrutin, qui, d'un côté, ne veut donner aucune consigne de vote, et de l'autre, Marcel Ciolacu, donc Premier ministre démissionnaire et toujours président du PCD, si je ne me trompe pas, soutient qu'il ne peut y avoir de gouvernement PCD-AUR. Alors, comment vous lisez ces déclarations? Non, vous ne vous trompez pas. Donc, il est toujours, Marcel Ciolacu, il est toujours chef du Parti social-démocrate. C'est un discours ambivalent en ce qui concerne... Absolument, très ambivalent, comprendre qui veut ce qu'il veut comprendre, mais on a critiqué d'ailleurs le social-démocrate l'année dernière aussi pour cette ambiguïté, pour l'incapacité, j'assume ce mot, l'incapacité de prendre une position pour ou contre. Soit on assume, un virage vers la droite ultranationaliste, il y a une partie des membres actifs du PSD, des élus locaux ou au niveau national du PSD qui sont séduits ou par opportunisme ou par conviction, peu importe, par cette direction ultranationaliste. Et il y a d'autres qui, dans ce parti, qui sont réellement pro-européens, libéraux au sens politique et pas forcément mais au sens social du terme, et qui voudraient que le PSD se réforme. Marcel Ciolacu, donc il est à la tête du PSD, il a survécu à la super année électorale 2024, alors que le Parti social-démocrate s'est présenté d'une manière assez médiocre de point de vue électoral. Son candidat du Parti social-démocrate au premier tour de 2024, rappelons-le, était à peine le troisième, même pas qualifié pour le second tour. À nouveau, le candidat de la grande coalition maintenant, même pas qualifié. Pour le PSD, c'est une crise. Normalement, c'est une crise partisane. Ça devrait donner, donc une crise partisane pour se reconstituer comme discours, comme organisation, comme manière de parler, de voir. Marcel Ciolacu, clairement, il n'est pas là pour, en tout cas, on laisse disposer pour réinventer le PSD. Il laisse, flotter cette incertitude. Alors que le Parti social-démocrate, depuis les 30 dernières années, a toujours eu un candidat pour le second tour. Donc, rappelons-le, donc c'est dans l'histoire de ce parti. C'est la pire, électoralement, il est la pire des positions, et le parti est plus monolithique de ce qu'on voit en tout cas dans l'espace public à l'instant. Et en plus, Marcel Ciolacu n'assume pas. C'est un leader de parti, et c'est moi qui assume mes propos plénièrement. Non, c'est un chef de parti qui a été également Premier ministre l'année dernière, lors de cette crise du premier tour. Il est resté, il y a quelques jours, il était le Premier ministre, mais qui n'a pas publiquement pris la parole pour s'adresser aux citoyens. Non pas en tant que chef d'un parti, ce qu'il était, c'est légitime dans une démocratie parlementaire, et la Roumanie est une démocratie parlementaire. C'est bien de le spécifier. Également. Donc, c'est légitime que le Premier ministre soit chef d'un parti, très bien, mais d'abord, il est le Premier ministre. Il n'a pas eu le courage politique, et j'assume ça aussi, de prendre la parole, d'expliquer la situation difficile dans laquelle, constitutionnellement, électoralement, la Roumanie se trouvait.
s'est empêtré dans les quelques déclarations qu'il a données, donc des prises de parole réduites, et il s'est empêtré dans des déclarations ambiguës, des phrases qui n'en finissaient pas. On cherchait à retrouver quel est le sujet, quel est le verbe et quels sont les compléments de ces constructions. Donc, ça ne donne pas du courage, ni aux électeurs du PSD. On a vu, il y a un désistement, un désenchantement, même auprès des électeurs traditionnels du PSD. Les élus locaux sont un peu, eux aussi, désorientés. Ils voient que voilà, ce grand parti qui était capable de envoyer au second tour au moins un candidat, voilà, traditionnellement lors des élections présidentielles, maintenant est un peu, bien sûr, est à la perte. Et donc, il y a des électeurs qui certainement ont des électeurs du PSD qui, pas seulement les indécis, les dégagistes, disons, les citoyens qui sont vraiment, en ont marre de ce PSD qui flotte, qui n'assume pas, ont certainement pointe leur doigt, à mon avis, certainement sur ce Marcel Ciolacu, ce chef de gouvernement et chef de parti qui n'a pas assumé responsablement sa responsabilité, une énorme responsabilité cumulée, le plus grand parti électoralement, le diriger, parti gouvernemental, parti de la majorité, et chef de gouvernement. Donc, il n'a pas assumé d'une manière responsable son rôle. Et ça, on le voit maintenant également. Et quelque part, quand je vous écoute, je me dis que ce pavé dans la mare qu'ont été ces élections, et que sont ces élections, ça permet peut-être de commencer une nouvelle ère politique et de tourner la page de ces partis traditionnels avec des messages ambigus. On peut dire que c'est peut-être le côté positif de peut-être positif, en effet. Dans l'absolu. Oui, positif d'une certaine manière. Cette restructuration des partis politiques, c'est mon sens aussi qu'on va assister à cela. Du côté du PSD, le Parti libéral national, il s'est allié avec le PSD. Il a perdu électoralement. C'est le plus qu'il a perdu. Peut-être qu'il peut se refaire une santé. C'est à voir. Donc, c'est le président sortant aussi, il a sa responsabilité dans cette perte, un peu déstructuration, un peu du leadership et déstructuration électorale du Parti national libéral. Et puis, il y a le président intérimaire. Qui, semble-t-il, a très bonne image. Une très bonne image, mais qui avait été marginalisé au sein du Parti national libéral pendant des années. Un élu local, marginalisé de la politique centrale bucarestoise, imposée par le chef de l'État sortant, Klaus Iohannis. Donc, c'est une dynamique et beaucoup d'électeurs problématiques pour les électeurs du Parti libéral, non, qui sont vus un peu abandonnés peut-être, et qui ont critiqué et critiquent peut-être maintenant encore plus et vont peut-être voter Nico Jordan, critiquent cette dépendance organisationnelle, politique, institutionnelle du Parti libéral par rapport au Parti social-démocrate, le grand rival, là, pendant des années et beaucoup d'échéances électorales. La rivalité, c'était entre les différentes versions du Parti libéral et le PCD qui était le grand adversaire. Je continue votre analogie, Laurent, et peut-être on assistera, ce sera bien. En Roumanie aussi, il y a une déstructuration du centre, de la gauche et de la droite traditionnelle, un peu une analogie partielle avec la France, où on a eu ce courant, le macronisme, qui a déstructuré par son présidentialisme les deux partis traditionnels, la droite et la gauche, et ensuite la pression des extrêmes. En France, il y a deux extrêmes. Voilà, je simplifie un peu. En Roumanie, il y a cette pression de l'extrême droite, AUR, Georgescu et son petit parti, ensuite le parti de Diana Șoșoacă, SOS. Donc, il y a cette pression de l'ultra-droite, des ultranationalistes sur les partis politiques traditionnels, la gauche et la droite. Pas d'opposition démocratique solide en termes partisans, malheureusement. USR, comme parti, comme organisation, s'est avéré assez faible. Donc, quelque part, il y a encore tout à faire. Tout à faire, mais c'est une situation assez très intéressante, potentiellement positive, si les deux grands partis, si d'autres partis vont reconstruire le centre droit et le centre gauche. Sinon, le risque est bien sûr que les ultranationalistes se regroupent. Ils sont sur la vague électoralement, se regroupent autour de AUR dans une autre manière et que ces partis attirent comme un aimant, attirent d'autres voix et hommes politiques, femmes politiques. Précisément, revenons à cette
question de la radicalisation de la Roumanie, que je trouve très intéressante. Et on va refaire un peu de mathématiques, si vous le voulez bien. Georges Simeone a obtenu, grosso modo, 41% des suffrages, sur une participation de moins de 53%, vous le disiez. Ce qui veut dire, grosso modo, si je ne me trompe pas, je suis pas très bon en mathématiques, que les électeurs souverainistes en Roumanie représentent moins de 25% des inscrits sur les listes électorales. On est d'accord. On a vu souvent des cartes qui montrent que la Roumanie est presque entièrement acquise à Aur, mais des cartes qui portent à confusion, en fait, parce que les forces démocratiques, en guillemets, non, sont plus fortes que le simple parti Aur, on va dire ça comme ça. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que véritablement le pays, au-delà du phénomène TikTok, sur lequel on va pouvoir revenir, c'est véritablement radicalisé. En fait, je vous repose un petit peu la même question, mais je suis très sceptique, au-delà donc de ce phénomène de mode un petit peu, sur la véritable radicalisation de la Roumanie dans sa majorité. C'est la question finalement la plus importante de cette échéance électorale de l'après super année électorale 2024 en fait. Ces élections présidentielles c'est important, bon, parce que c'est le chef de l'État qui est en jeu, mais en fait ces élections jouent sur cette question-là. C'est une sorte de baromètre. On aura un baromètre de l'orientation de l'opinion publique, enfin de l'armée. Est-ce une radicalisation? Au 2024, non, lors du premier tour annulé, le candidat Călin Georgescu, candidat surprise, porté par TikTok, non, a pu fédérer. C'est là, depuis une vingtaine d'années, en Roumanie, de point de vue politique, on n'a pas eu un parti ou un candidat, Georgescu dans cette fois-ci, qui ait pu fédérer autant de franges, de directions, de ce monde, de ce écosystème ultranationaliste, illibéral, xénophobe, extrême droite, nostalgique des fascistes roumains, de la Légion roumaine, de l'entre-deux-guerres, mais en colère, des citoyens donc en colère, également contre les dégagistes, donc qui accusaient la classe politique traditionnelle de tous les maux, les tous corrompus, les tous pourris. Et donc, on a vu ce type de colère, mais c'est un écosystème, c'est très éclectique, être porté par un homme, George Simeone. AUR, oui, avait déjà fait sa percée. Déjà, on l'a vu qu'il y avait une montée de ces voix. Il y avait une attente des citoyens roumains vers ce type de mise en discours de la politique ultranationaliste, extrême droite, anti-vaccin lors de la pandémie. Même si, pendant les parlementaires, on a senti je me rappelle d'une espèce de plafond de verre de toutes les forces populistes qui étaient arrivées à 30%, mais pas plus. C'est-à-dire que c'est vrai que les parlementaires, c'est pas la présidentielle, c'est différent. Ouais. Mais on avait senti, je me rappelle, que la Roumanie, à travers ces élections, avait dit « Ok, les forces populistes, c'est 30%, mais pas plus ». Oui, comme je disais tout à l'heure, on disait nous aussi que Simeone, il a déjà atteint un plafond. Donc, il a bénéficier de cette capacité de Georgescu d'unir ce type de écosystème de personnes qui avaient des vues, qui voyaient en Georgescu et qui voient en Simeone des choses différentes, mais qui étaient séduits par ce discours populiste également. Nous n'avons pas encore mentionné ce terme, non, ultranationaliste, xénophobe aussi. Est-ce que il y a vraiment une radicalisation? D'abord, je dirais la réponse est non. En fait, oui, ces voix ne sont pas, disons, une surprise totale. On avait ce type de penchant, de sensibilité dans d'autres pays. Voilà, il y a une vague, mais on les avait au sein de l'armée, au sein du clergé de l'Église orthodoxe. On avait même chez certains historiens qui étaient séduits par ce type de nostalgie pour la grandeur de la Roumanie grande de l'entre-deux-guerres, qui avaient des anxiétés envers les étrangers, notamment les voisins, les Hongrois, les Ukrainiens. Donc, ce n'est pas si nouveau que ça. D'abord, il y a eu cette capacité de Georgescu maintenant de Simeone de fédérer, de réunir, mais l'essentiel à mon sens, que donc ce discours, cette narration, cette séduction existait, était un peu partagée, elle flottait un peu dans la société, ci et là, dans certaines... Et elle a été cristallisée. Cristallisée, mais l'essentiel à mon sens, c'est ce sentiment de dégagisme. Il y a une colère sincère de tant de citoyens qui sont pas séduits par
Georgescu ou Simeon ou par tous ces adjectifs de l'ultra-droite et des ultranationalistes, mais qui sont tellement désenchantés, dépités par la classe politique, qu'ils attendent un discours alternatif. C'est ce que essaye de faire en effet les deux candidats. Les deux candidats, mais non, Simeon par une sorte de normalisation à la dernière minute, et Nico Jourdan parce que c'est dans sa fibre, il est ce qu'il est, c'est-à-dire un démocrate et un pro-européen. Donc il n'est pas dans ce discours ultranationaliste. Mais à mon sens, cette colère des citoyens, c'est sur celle-là, c'est sur ce dégagisme qu'a pu mûrir jusqu'aux 30 et quelques %, c'est le plafond, ce ultranationalisme. Encore une fois, comme dans beaucoup d'autres dans d'autres démocraties, malheureusement. Mais si il y a une alternative réelle, alors le premier choix n'est pas pour la radicalisation de la société roumaine. Et ça, on le mesure, par exemple, non. En fait, les positions des citoyens pro-européennes, en fait, pro-Union européenne, des citoyens qui votent Simeon, sont assez conséquentes, sont importantes encore. Donc, c'est une contradiction apparente. On est pro-européen, mais on est séduit par le discours populiste de Simeon. Donc, Simeon qui, on l'a vu, on l'entend même dans ces jours où il essaie une sorte de normalisation, de arrondir un peu les angles. Comme, non, ce mot-clé est toujours, il pense que la volonté du peuple, c'est à la fois la solution, c'est une méthode de gouvernement populiste, c'est un principe, c'est une valeur. Il pense que c'est l'alpha et l'oméga, cette expression qui dit tout, mais en fait qui ne dit rien, c'est pas ça, non, ce type de populisme. Et il dit voilà, c'est le lot de tout populisme, pas seulement en Roumanie. Moi le leader, et je suis face à face avec le peuple. Moi le leader, je suis vertueux. Simeon, il se présente comme quelqu'un de l'extérieur, voilà, assez neuf, novice en politique, alors qu'il ne l'est pas, mais bon, il se présente comme ça. Et il dit, voilà, le peuple auquel je parle, lui aussi, il est vertueux. C'est l'intermédiaire, la classe politique intermédiaire, les institutions intermédiaires comme les partis politiques, le Parlement, c'est ces institutions intermédiaires qui sont pourries. Moi, le leader, Maximus, voilà, je suis vertueux, et vous, le peuple, vous êtes vertueux. Donc c'est une séduction maximale de ce type de discours. Mais si un discours alternatif est présenté à ces citoyens qui sont, pour une grande partie, légitimement dépités, désenchantés par la classe politique des dernières années, par cette grande coalition qui n'a pas répondu à leurs attentes, mais quand même pro-européen, pro-démocrate, pro-état de droit, alors cette radicalisation va très vite baisser. Donc c'est pour cela que beaucoup de choses en fait se jouent lors de cette échéance présidentielle, le premier tour comme maintenant, mais tout n'est pas gagné. Enfin, ni d'un côté ni de l'autre, je veux dire, ni vers la radicalisation. Alors, il y a, comme vous le dites, des causes, des raisons à tout ce qui se passe, à cette montée du populisme en Roumanie. Mais est-ce que vous diriez toutefois que, quelque part, le pays subit toujours les conséquences de la campagne, on va dire, pour le moins ambiguë, je veux rester prudent, de l'ancien candidat Călin Georgescu? Parce que si on imagine que, et là on ne va pas rentrer dans les détails, mais que, alors ça a été quand même avéré, que ces milliers de comptes TikTok, ces influenceurs, etc., qu'il n'y ait pas eu cette espèce de vague préparée des mois à l'avance pour porter Călin Georgescu au pouvoir et gagner le premier tour l'année dernière qui a été annulée, s'il n'y avait pas eu donc toute cette, j'ose dire quand même manigance, on peut imaginer que on ne serait pas dans la situation actuelle. Même si il y a toutes ces raisons que vous venez d'expliquer. Je pense moi aussi que cette manipulation des réseaux sociaux, notamment de TikTok, algorithmes, fermes, faux comptes, fake news, a été décisif.
a été très important. Il était inconnu au début de voilà, 2024. Donc on a vu, il a été le plus populaire sur TikTok, sur le globe. Il était parmi les 10 premiers en termes d'activité et donc ce qui n'est pas naturel. Voilà, ce n'est pas les électeurs de Roumanie ça pose des questions quand même, voilà, sur notre rapport avec ces réseaux. Ces réseaux et qui font partie de l'environnement, mais qui ont besoin d'être contrôlés. Enfin, je ne sais pas comment. J'irai même plus loin, nous sommes vulnérables. Ouais. Comme nos démocrates et nos démocraties sont vulnérables devant cet assaut absolument comme dans une jungle. Donc c'est un mot fort, mais c'est un peu ça, de ces réseaux sociaux où chacun est bien, pas seulement dans sa bulle. C'est déjà, c'est pas nouveau ça. Ce qui n'est pas nouveau non plus, que chacun dans ce monde TikTok qui ont sur les réseaux sociaux, où chacun cherche à se conforter, à être conforté dans sa propre vision des choses, du monde, dans son propre réseau. Ça aussi, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que il y a une manipulation délibérée des éléments de langage, des dièses, hashtag, qui ont été lancés et qui ont favorisé Georgescu, les journalistes roumains y travaillent et il y a toujours de temps en temps, on apprend bien plus comment cette manipulation, cette distorsion finalement de l'opinion sur les réseaux sociaux et joue pour les candidats anti-système. En Roumanie, non, Georgescu d'abord, maintenant Simion, mais dans d'autres pays, dans d'autres démocraties aussi, ce discours anti-système est particulièrement favorisé par les éléments de langage, les dièses qui sont orchestrés, et là le mot il est organisé, sur les réseaux sociaux. Par qui? Oui, il y a une vulnérabilité, une guerre hybride. Oui, on a nommé la Russie qui s'est lancée déjà depuis des années, c'est pas récent, à une sorte de assaut discursif, idéologique contre les démocraties de l'Union européenne en particulier, mais pas seulement. Ça, la Roumanie aussi, elle n'est pas au cœur de ce type d'enjeu de guerre hybride, comme disent les... Mais elle a été victime. Elle a été victime, ça aussi, par des mots-clés, autour de mots-clés, par exemple, la paix. On a entendu Georgescu et Simion parler de la paix. Donc, c'est des mots, ce sont des codes de langage, où Simion également dit, voilà, je suis honnête. Moi, je ne mens pas. Non, je ne mens pas. Je dis le fond de ma pensée. Et donc, directement, mais plutôt indirectement, ces éléments de langage font le jeu de cette guerre hybride, directement ou indirectement orchestrée depuis la Russie, par beaucoup d'intermédiaires, mais ça fait le jeu également, ça se cale d'une manière naturelle, ce dégagisme d'un grand nombre de citoyens roumains qui se voient confirmer que la classe politique traditionnelle elle est pourrie. Et Marcel Ciolacu, pour y revenir, par exemple, ce chef de parti de gouvernement n'a pas aidé. N'a pas vraiment, par son ambiguïté, par ses prises de parole absolument sans conséquence, par son silence même, je dirais même ça, par son silence, n'a pas aidé à clarifier la situation dans laquelle la Roumanie se trouve. Le président sortant non plus, il a parlé très peu, ou pas du tout, sans jamais mettre en parole vers les citoyens, ce qui est la responsabilité d'un chef de gouvernement ou d'un chef de mettre en parole ce qui se passe, les grands enjeux, les guerres, crise économique, les enjeux électoraux, super année électorale en Roumanie. La Roumanie, depuis la pandémie, n'a pas eu d'élection, rappelons-le, donc dernière élection en date, automne 2020, en pleine pandémie. Ensuite, après, donc toutes les anxiétés, les crises de l'après-pandémie, la reconstruction et la guerre en Ukraine, donc à la frontière, tout cela n'a pas été mis en parole d'une manière responsable par les responsables politiques. Et une guerre hybride qui vient et encourage les vues, les attitudes, les conspirations de type anti-système a trouvé un terrain extrêmement fertile en Roumanie par cette absence de la parole publique, par les angoisses légitimes. Les algorithmes, il faut le dire, qui se nourrissent des commentaires radicaux. Plus il y a de commentaires radicaux, et en fait, la technologie n'est pas neutre à ce niveau-là. Il faut le dire, les algorithmes sont créés précisément pour attiser et cultiver les commentaires les plus radicaux, et donc évidemment cela sert certains leaders. On arrive un petit peu à la fin de notre entretien, mais et quand même une question importante qu'on n'a pas abordée, c'est l'éventuel prochain gouvernement. Alors Georges Simion
veut imposer, il l'a dit clairement en un entretien récent sur Digi24, Călin Georgescu. Il pourra une fois, il pourra deux fois, mais si le Parlement dit non, ça va être un petit peu compliqué pour lui. D'un autre côté, Nicu Jordan, est-ce que il aurait une plus grande amplitude pour former un gouvernement? Traditionnellement, les élections présidentielles dans un régime comme celui roumain, semi-présidentiel, imposent ou naturellement donc un changement un réalignement de la majorité. C'est tout à fait possible et c'est démocratique, voilà, puisque il faut donner les éléments à un chef de l'État semi-présidentiel qui a autant de légitimité, il faut lui donner les instruments pour mettre en place pour sa politique. Simeone, il a été dans l'interview que vous mentionnez tout à l'heure, il a été un peu plus clair, mais en fait, il reste dans l'ambiguïté. Il brouille les cartes. C'est sa manière de se présenter d'une manière populiste devant ses électeurs. Il brouille les cartes. Il brouille la différence entre les prérogatives. Il brouille la différence entre les prérogatives d'une fonction élue, d'une fonction nommée. Il n'est pas dans la clarté constitutionnelle des procédures de l'état de droit. La Roumanie est un état de droit. Et donc il se permet il présente comme si plusieurs possibilités étaient ouvertes. Et toujours en mettant en avant que le président légitime est Georgescu. Il est toujours il n'est pas en fait, pour l'instant à mon avis, dans une stratégie de construction post-électorale d'une majorité. Il est plus toujours dans une stratégie de attirer des électeurs, de maintenir sa base et l'élargir, de la maintenir mobilisée contre la classe politique traditionnelle et c'est-à-dire la coalition, les sociodémocrates et les libéraux au pouvoir. Donc, c'est pour cela qu'en fait, il est très imprévisible. C'est ce que je veux souligner. Il a une expérience d'agitateur politique. En fait, tout son parcours politique, n'oublions pas, il faut le souligner, c'est un agitateur politique. Il a fondé plusieurs plateformes. On n'a pas le temps d'y entrer. Pour la Bessarabie, anti-vaccin, contre les Hongrois. Donc, c'est un agitateur politique. Mais il a dit récemment, il veut l'intégration de la République de Moldavie. Voilà, pendant des années, il s'est lancé dans ce type de plateforme civique, mais en fait, c'est une agitation politique. Il a toujours été contre quelque chose, pour l'agitation politique. Il est un perturbateur. Il n'est pas un constructeur d'institutions. Il n'a pas travaillé un jour dans un ministère. Il n'a pas une expérience professionnelle. Cherchons. Je la cherche encore. Si on la trouvera, on en parlera. On pourra organiser toute une émission à ce sujet. Donc, il brouille les cartes en bon agitateur politique, militant de la politique. Il est contre. Donc, à mon sens, je ne sais pas s'il a une vision. Il a peut-être derrière lui des hommes d'affaires, des gouvernement, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Non plus pour Nicu Jordan, mais toutefois, il y aura certainement pour Nicu Jordan plus la possibilité. Voilà, plus la possibilité. Non, Marcel Ciolacu avait dit que le PSD ne va pas donner de consigne de vote, mais qu'en même temps, il a souligné que le PSD ne va pas faire d'alliance avec AUR. Donc. Simeone, certainement, s'il est élu, bien sûr, il va pousser, ce qui est dans la logique constitutionnelle des choses, il va pousser l'AUR à former une coalition. AUR ne peut pas gouverner seul. C'est risqué d'avoir un gouvernement minoritaire, bien sûr. C'est difficile en Roumanie, qui est quand même un régime parlementaire. Après l'échéance présidentielle terminée, en fait, la logique du fonctionnement du régime, c'est parlementaire. Donc, un gouvernement minoritaire, dans le passé, on l'a vu aussi, c'est très difficile, c'est très conflictuel, ça dure pas. Et Simeone, je sais pas, AUR, c'est capable d'imposer. Donc, il le sait, je pense, qu'il risque ensuite vraiment de renforcer toutes les oppositions contre AUR, ce qui est un des scénarios possibles. Nicu Jordan, il l'a dit, je pense, déjà à plusieurs reprises, sans insister trop, parce que oui, il se présente en indépendant. Pardon, excusez-moi, il pourrait être président avec un gouvernement minoritaire. Tout est possible, donc la Constitution permet ça. Ouais. Oui, mais politiquement, c'est difficile. Oui, parce que ça permet une coalition des oppositions, former un gouvernement, donc c'est très difficile. Mais Nicu Jordan, ensuite, il a dit qu'il est quelqu'un de la stabilité. Il veut quand même la stabilité, mais la stabilité, c'est la grande coalition PSD
partis libéraux. Donc, ce n'est pas facile pour lui, un indépendant, Nico Jordan, de parler, de dire, voilà, je vais garder la même coalition au pouvoir. C'est un technocrate, peut-être, Premier ministre ou... Voilà, il va certainement... Il y a des solutions, je veux dire. Il y a un personnel, il y a des hommes et des femmes politiques. Il a un peu plus de solutions. Oui. Il a plus de solutions. Et des hommes et des femmes politiques à travers tous les partis qui sont vraiment raisonnables et qui ne sont pas des perturbateurs ou des disrupteurs qui ne veulent pas à tout prix déconstruire, mais garder la monnaie, garder une stabilité économique, macro-financière et surtout garder l'état de droit. Et donc, il a beaucoup plus de possibilités. Et je pense que du côté des démocrates, des différentes institutions, partis politiques et autres, non, il sera appuyé. Il sera aidé, Nico Jordan, afin que les choses soient stables. Par contre, Simeone, il jouera sur il a même mentionné la possibilité d'une dissolution. Mais rappelons-le, en Roumanie, dissoudre le Parlement, ça enchaîne. En fait, c'est au bout d'une série de crises, non? 2 gouvernements refusés par le Parlement. Donc, c'est vraiment très difficile. 2 demandes d'investiture refusées. Donc, ça ouvre une instabilité de tous les points de vue que je ne pense même pas Simeone ne pourrait accepter. Même si discursivement, il agite, il se projette toujours dans ce type d'incertitude, rien que pour discréditer les autres, ses adversaires, et pour essayer de se renforcer lui-même avec de nouveau cet élément de langage que lui, c'est la volonté du peuple et qu'il va toujours écouter la volonté du peuple. Non, un président doit écouter à la fois la Constitution aussi, pas seulement la volonté du peuple. Alors, on arrive à la fin de notre entretien, Sylvia Marton. On n'a pas évoqué la question de l'Ukraine. Ce sera pour une autre fois. En tout cas, on sait que Nico Jordan est pour continuer cette aide, alors que c'est moins sûr quant à George Simeone. Je voudrais simplement qu'on rappelle également quelque chose qui, d'après moi, n'est pas suffisamment dit, que ce soit dans la presse locale ou dans les articles de la presse étrangère, que la Roumanie, et vous me direz si vous êtes d'accord, je pense que oui, est un régime parlementaire. On en a discuté en préparant cette émission ensemble, et que c'est pas suffisamment dit, que c'est le Parlement qui a la main dans les affaires courantes, et que même les traités internationaux doivent passer par le Parlement, et il y a parfois un amalgame entre président de la Roumanie, président français. Ça n'a rien à voir. Il a beaucoup moins de pouvoir qu'un Premier ministre hongrois, par exemple, et ça, c'est pas suffisamment expliqué. En effet, passer le moment électoral, c'est-à-dire l'élection du chef de l'État et la constitution du gouvernement, donc c'est le moment fort du nouveau chef de l'État. Il propose le candidat pour la fonction de Premier ministre, et ça, c'est décisif, puisque bien sûr, politiquement, il est censé regarder la majorité parlementaire. Il y a déjà une majorité à présent dans le Parlement roumain, mais théoriquement, constitutionnellement, il peut imposer donc un gouvernement minoritaire aussi, avec les risques d'instabilité, de coalition, des oppositions que cela implique. Mais en effet, passé le moment électoral présidentiel, la Roumanie, dans son fonctionnement, est un régime parlementaire où c'est le chef du gouvernement et donc la coalition au pouvoir qui négocie les portefeuilles, le gouvernement, et qui ensuite soutient ou pas son propre gouvernement, que les choses se jouent. En politique étrangère aussi, les grandes mesures, ça passe par le Parlement. L'essence passe par le Parlement et par... ce que le chef de l'État garde, c'est ce magistère de la parole. Oui, il peut prendre des positions, pour expliquer. Il a ce magistère de la prise de parole publique d'un chef de l'État élu au suffrage universel, donc une haute légitimité. Mais il peut s'adresser, parler aux citoyens sur les grands enjeux, par exemple. Donc c'est important, c'est fort. Ça reste une influence importante. Absolument. Et à mon sens, c'est la seule dimension finalement présidentialiste qui reste après les élections. Ce magistère de la parole. Et oui, en effet, il y a un nombre de nominations que le chef de l'État fait, si les mandats dans des postes clés, parquet général, Conseil supérieur de la magistrature, service de renseignement, donc si les mandats sont terminés. Ça aussi, c'est dans la Roumanie post-communiste des 35 dernières années, ça a été important. C'est un instrument, ce nombre de nominations, au sein du président pour donner une orientation au pays. Et là, c'est plus clair, c'est pro-européen ou
ambiguë, voilà, disons-le, parce que ou une position ambiguë avec des chefs dans ces institutions clés du renseignement et de la justice qui pourraient garder l'ambiguïté, ne pas être clairement dans une position vraiment claire vis-à-vis de l'Union européenne. L'Union européenne, la Roumanie étant non un partenaire, un membre, finalement, y compris par sa position régionale, vous l'avez brièvement rappelé, clé. Et la Roumanie peut assumer ce rôle clé si elle le veut, en ce moment, si elle le veut. Donc il y a le choix. Ici, il y a un énorme choix. Et de ce point de vue, oui, l'échéance prochaine, en fait, assez ouverte du vote. Sylvia Marton, merci infiniment pour ces explications dont on avait grandement besoin. Je pense que les auditrices et auditeurs avaient envie d'entendre ce que vous venez de nous dire. Merci beaucoup. Chères auditrices et auditeurs, c'est tout pour ce soir. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Week-end Placoute. Au revoir.